Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT et l'invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. 130 défilés dans 99 villes françaises, c'est le programme. Demain, toute la fonction publique est appelée à manifester. Et ici ou là, on y reviendra d'ailleurs dans le détail, à arrêter le travail. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Parce que manifester la mauvaise humeur, on le comprend. Mais concrètement de cette journée de manifestation, Philippe Martinez? Je pense que c'est l'expression déjà d'un ras-le-bol de beaucoup d'agents de la fonction publique. Des agents qu'on vénère, entre guillemets, quand il y a des gros problèmes. Je pense aux attentats, aux catastrophes. On dit ils sont utiles, bravo. Et puis dès le lendemain, on leur dit qu'ils sont trop nombreux, qu'ils sont trop payés, voire qu'ils sont feignants parce qu'ils s'arrêtent trop souvent. Donc il y a premièrement besoin d'être reconnus dans l'opinion publique et plus généralement parmi la classe politique, et puis besoin d'avoir des salaires revalorisés, d'avoir plus de monde, parce qu'il manque beaucoup de monde dans la fonction publique aujourd'hui en France. Aucune chance du point de vue des fonctionnaires que le gel du point d'indice ne se produise pas, puisque c'est une des mesures budgétaires de 2018. Il n'y a pas de raison de penser que le gouvernement reviendra, par exemple, sur cette décision. Ça, c'est votre point de vue. Vous avez un point de vue inverse? Oui, c'est le vôtre qui nous intéresse. Bien sûr. Quand les salariés se mobilisent, on l'a vu en plusieurs périodes, les gouvernements réfléchissent et changent d'avis. Il y a besoin que les fonctionnaires soient reconnus. Allez dans un hôpital, par exemple, vous verrez la situation dramatique que vivent les agents de la fonction publique hospitalière. Manque d'effectifs, des heures supplémentaires, des conditions de travail déplorables qui arrivent à ce qu'on pète les plombs, comme on dit un peu trivialement, et puis qu'on s'arrête. Eh bien, la réponse du gouvernement, c'est qu'il y a trop d'arrêts maladie, donc on vous met un jour de carence. Vous voyez, donc besoin d'être reconnu. Et je pense que dans l'opinion publique en général, les fonctionnaires sont reconnus, appréciés de la population. Et il y a quand même des problèmes financiers. Vous parlez de l'hôpital, le budget de l'État sera en déficit davantage en 2018 qu'il ne l'était en 2017. Il y a des contraintes complexes à harmoniser. Bien sûr, mais il faut prendre l'argent où il est et pas où il n'est pas. Est-ce que la santé, c'est un coût ? Est-ce que soigner des gens, s'occuper des personnes âgées dans un pays moderne comme le nôtre, c'est un coût? Donc non, c'est un investissement. Et donc allons chercher de l'argent où il y en a. Vous avez remarqué que dans le budget de l'État, on va en prendre un peu moins là où il y en a beaucoup. Et on va continuer à essayer d'opposer les populations entre elles. Ceux qui ont un petit peu, on leur dit laissez-en pour en donner à ceux qui n'ont pas du tout. C'est une question de correction vis-à-vis de ces populations qui triment au boulot, ceux qui n'en ont pas. Et puis à côté de ça, ceux qui en ont beaucoup, on leur baisse l'impôt sur la fortune. Donc journée de mobilisation assez exceptionnelle demain. J'imagine que vous attendez beaucoup de monde. Oui, c'est exceptionnel. Ça correspond à une attente. Et c'est suffisamment rare que l'ensemble des organisations syndicales appellent en même temps pour être souligné. Et je pense que ça correspond tout à fait à la situation. Et alors curieusement, la direction de la SNCF annonce que le trafic sera normal à la SNCF, que ce soit les lignes nationales, les lignes régionales, Londres, Bruxelles, tout fonctionne. Oui. Ils ne sont pas très solidaires, les cheminots. Ils ne sont pas fonctionnaires. Solidaires. Mais il leur arrive d'être solidaires. Ils sont pas, oui, tout le monde est solidaire des fonctionnaires. D'ailleurs, je ne suis pas fonctionnaire et je serai dans la rue à côté des fonctionnaires. Comme d'autres dans beaucoup de villes de France, je pense que les citoyens sont solidaires des fonctionnaires. Il y a des mots d'ordre de grève de la CFDT, SNCF, de Sud, SNCF, donc pas suivi visiblement. Et la CGT n'a même pas donné un mot d'ordre de grève. Il y a dans certains endroits, je vous assure qu'il y aura des cheminots dans les défilés. Mais pourquoi la CGT n'a pas appelé à la grève? À la SNCF. Parce que c'est une journée d'action des fonctionnaires. Et vous n'avez pas souhaité être solidaire D'habitude, dans ce genre de journée, la CGT est associée. La CGT, SNCF. La CGT est solidaire du mouvement des fonctionnaires, mais vous le savez très bien, mieux que personne, j'allais dire. C'est une journée nationale d'action de la fonction publique. Et les cheminots, comme d'autres, ont un statut et ils y tiennent. Mais ils ne sont pas fonctionnaires. Est-ce que c'est aussi une façon de dire ou de penser que cette journée est importante, mais symbolique ?
Non, non, pas du tout, pas du tout. Elle est très importante et vous verrez que ce n'est pas du tout du symbole. Par contre, nous allons réfléchir, et vous le savez aussi, sur la possibilité de faire converger tous ces mécontentements. Il y a eu les retraités la semaine dernière, forte mobilisation des retraités, les fonctionnaires aujourd'hui. Il y a eu des journées d'action que nous avons engagées depuis la rentrée. Eh bien, nous réfléchissons à une journée d'action convergente des fonctionnaires, du privé, des salariés à statut, des retraités, des jeunes. Ce sera l'objet de la réunion ce soir au siège de la CGT. C'est un des objets principaux de la réunion ce soir à la CGT. Oui. Où d'autres syndicats viendront, Force ouvrière, Je la crois que CFDT. tous les syndicats viennent, oui. C'est ça. Je crois que tous les syndicats viennent pour réfléchir à la poursuite de ce qu'on a engagé. Vous imaginez quand cette journée? Vous avez une idée de... Écoutez, on va laisser... le mois prochain? On va laisser ceux qui vont réfléchir ce soir. On va les laisser, mais j'imagine que vous avez une petite idée. Eh bien, écoutez, vous le saurez ce soir ou demain matin. En tout cas, l'objectif, sans me donner la date, c'est d'organiser une grande journée unitaire. L'objectif pour la CGT, c'est d'organiser une grande journée unitaire où, justement, on pourra faire converger ce que vous avez l'air d'attendre, d'ailleurs, tous les deux, les fonctionnaires, les retraités, les cheminots, la RATP, les salariés du privé, parce qu'il y a beaucoup de mécontentement et il y a des propositions, chaque syndicat a des propositions, mais des propositions alternatives pour corriger ce qui ne va pas dans ce pays et faire un petit peu, rabattre un peu le caquet du président de la République et du gouvernement qui, je vous le dis, essaye en permanence de diviser les citoyens entre eux, mais qui ménagent toujours les mêmes. Vous faites référence, quand vous dites essaye de diviser, vous faites référence à beaucoup de choses, mais peut-être le mot qu'a employé, le mot bordel qu'a employé le président de la République. Nous avions ce matin, dans la matinale de Bruce Toussaint, un député, La République en marche, Gilles Legendre, il dit sur les marchés, samedi, tout le monde m'en a parlé. C'est ce qu'il dit, hein. Moi, j'y étais pas. Hein. J'étais pas avec lui. Moi non plus. Mais voilà. Il dit tout le monde m'en a parlé et... Bravo Emmanuel, continue à parler comme ça. Bien, on continue dans ce mépris parce qu'au-delà du mot, c'est comment un président de la République peut dire à des salariés qui se battent pour défendre leur emploi, défendre une usine, que globalement, il pourrait faire un effort et aller travailler à 2 heures. J'ai entendu même à côté, certains députés, ceux qui connaissent un peu le territoire français savent que la souterraine Ussel, c'est pas tout à fait à côté. Et puis comment on peut dire à une famille, bon bah vous laissez tout tomber, vos enfants ils vont retrouver une place à l'école, vous vendez votre logement, et puis c'est vraiment être en dehors des réalités du monde. En plus, dans 2 usines qui n'ont pas la même activité. D'un côté, c'est de l'emboutissage pour ceux qui, s'ils s'étaient un peu renseignés. De l'autre côté, c'est une fonderie. C'est pas tout à fait le même métier. Vous restez avec nous, Philippe Martinez. 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Une nouvelle semaine sociale tendue pour le gouvernement. Les syndicats se réunissent ce soir chez vous au siège de la CGT. FO et la CFDT contraints par leur base d'y participer. Pour Laurent Berger, il s'agit, il vient de le préciser, de peser ensemble sur les prochaines réformes, la formation, l'assurance maladie, mais pas de faire un baroud d'honneur contre les ordonnances qui ont réformé donc la loi travail. Demain, ce sont les 5,5 millions de fonctionnaires qui sont appelés à faire grève et à manifester. Des perturbations sont à prévoir dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les transports. 30% des vols annulés dans les aéroports. Circulation normale en revanche des trains, puisque comme vous le disiez, les cheminots ne sont pas appelés à faire grève, ils ne sont pas fonctionnaires. Procès en appel dans l'affaire Fiona. La mère de la fillette et son compagnon sont jugés devant la cour d'assises du Puy-en-Velay pour tenter d'éclaircir les rôles de chacun dans la mort de l'enfant. Seul le beau-père a été reconnu coupable des coups en première instance et le parquet a fait appel. Le prix Nobel d'économie sera dévoilé en fin de matinée et une Française figure parmi les favoris, Esther Duflo, pour ses recherches sur la pauvreté et le développement, un domaine qui n'a été récompensé que 2 fois seulement depuis la création de ce prix il y a 48 ans. France Info. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Unité syndicale demain, unité syndicale, vous l'espérez, dans quelques jours, semaines, avec, vous l'avez dit, le projet d'une manifestation qui regroupera tous les mécontentements. Mais l'unité syndicale, c'est assez largement, semble-t-il, une façade. Nous avons écouté avec attention la semaine dernière Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Et au passage, il vous en met une. Tiens, on l'écoute. Notre efficacité est auprès des travailleurs et dans le rapport de force que nous menons dans les lieux de travail. Face aux ordonnances aujourd'hui, le défi à relever, c'est celui-là. Alors c'est vrai, je vous l'accorde, c'est plus compliqué qu'une manif,
mais c'est beaucoup plus efficace. Et comment nous sommes devenus première organisation syndicale? En faisant de la CGT bis, en faisant du suivisme. Voilà, comment on est devenu une première organisation syndicale, pas en faisant comme la CGT. Donc on voit bien que les divergences tactiques ou stratégiques sont quand même importantes aujourd'hui entre les centrales syndicales. Il était devant ses militants. D'ailleurs, oui, 10 000 militants. Il y a eu des débats sur agir ou pas agir. Et il leur répond. Mais on n'est pas en désaccord sur le fait qu'il y a besoin d'être ancré dans les entreprises, et c'est ce que nous essayons de faire aussi, tout en veillant à ce qu'il y ait de la cohérence nationale en matière de loi, d'égalité entre les salariés. Donc ce n'est pas incompatible. Et quand il y a un tel climat social, moi j'avais parlé d'effervescence, je crois que vous avez parlé tout à l'heure d'ébullition. Donc vous voyez, on est d'accord, eh bien il y a besoin de fédérer ces mécontentements et de proposer des alternatives. Mais visiblement, vous aurez du mal à amener la CFDT dans la rue contre les ordonnances. Écoutez, on verra. C'est votre souhait. Bien sûr, il y a besoin de réagir. Enfin, je crois qu'il y a. C'est pas trop tard le combat sur les ordonnances? Non, c'est pas trop tard. Regardez les routiers. Ouais. Regardez les routiers. Ça devait pas être possible de bouger. On a mis un coup. Enfin, ils ont mis un coup. Ils ont un avantage, les routiers. Hein. Vous savez ce qu'ils ont comme avantage? Ils ont des camions. Oui. Enfin, oui, d'autres. Vous savez. Chaque fois qu'il y a un arrêt de travail quelque part, ça met en difficulté la direction de l'entreprise. Donc, on nous avait dit on ne peut pas y toucher. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que la négociation a duré 3 heures entre syndicats et patronat. Et quand le gouvernement a mis son nez dedans, ça a duré 9 heures de plus. Est-ce que c'est pas de la posture? Est-ce que c'est pas une attitude doctrinaire en disant on ne touchera pas à nos ordonnances? Je crois que ce qu'ont démontré les routiers, ça peut être fait un peu partout dans le pays, un peu partout dans les entreprises. En ce qui concerne Force ouvrière, oui. Donc ils seront aussi à la réunion ce soir. Jean-Claude Mailly vient de déclarer à l'instant sur BFM à la question est-ce que vous défilerez avec la CGT? On verra. Je suis prêt à défiler avec tout le monde. Ah, c'est un changement, ça. C'est plutôt un changement positif pour vous? C'est positif pour ceux qui, pour les salariés. Les salariés demandent l'unité syndicale. Pourquoi ça va marcher demain? C'est parce que toutes les organisations syndicales, toutes appellent à manifester. On est plus efficace quand on est uni que quand on est divisé. C'est un changement là de Jean-Claude Mailly, puisque Jean-Claude Mailly avait dit on ne défilera pas. La CGT a décidé avant même que les négociations commencent de la date du premier défilé, on ne défilera pas. C'est un changement, ça? Oui, enfin, on a eu une différence d'appréciation sur la façon de faire au moment des concertations. C'est plutôt bien que... ce qui est plutôt positif, c'est qu'on se voit ce soir, et sur notre capacité à réagir, et y compris sur notre capacité à préparer l'avenir. Parce qu'il y a d'autres réformes sur la table, vous le savez. Jean-Claude Mailly de Force ouvrière ajoute « Si on peut se retrouver, les organisations et les confédérations, sur une journée, pourquoi pas ?» Ouais. Bon, voilà, donc ça, on appelle ça il enfonce le clou. On appelle ça un virage à 180 degrés pour Force ouvrière. Ça doit vous faire plaisir quand même. C'est une petite vengeance peut-être. Non. Vous le direz pas au micro. Ça vous a pénalisé le fait qu'FO ne participe pas. Ça c'est votre langage. Ça vous a pénalisé en septembre. Écoutez, c'est pas mon langage. Les mobilisations du mois de septembre ont été fortes. Ça vous a pénalisé qu'FO ne soit pas. Elles n'ont pas été. Mais vous avez vu. Ça vous a pénalisé qu'FO ne soit pas. Il y avait beaucoup de syndicats et d'organisations FO. Il n'y avait pas de mot d'ordre de Force ouvrière, donc ça vous a pénalisé. Ce qui pénalise, Monsieur Apathy, ce qui pénalise, c'est quand les syndicats sont divisés. Alors, plus on est nombreux à défiler, mieux c'est. Donc Jean-Claude Mailly vous a pénalisé en décidant de ne pas participer au mois de septembre à vos manifestations. Enfin, ça, c'est une façon de voir. Je le déduis de vos propos. D'accord. J'ai une autre question. Est-ce que ça vous a pénalisé? Je vois que vous formez un tandem efficace. Vous allez rencontrer le président de la République en fin de semaine? Le 12, oui. Oui. Ça sert à quoi? Pourquoi? Pour parler de quoi? Pour lui faire part. C'est à sa demande, enfin, je veux dire. Il rencontre toutes les organisations syndicales. Oui, mais lui veut passer, tourner la page des ordonnances et de la loi travail, pas nous. Ah. Donc, on va lui expliquer les conséquences sur les salariés et la situation. On va lui parler budget, on va lui parler conditions de travail, on va lui parler de travail, des choses qu'il ne comprend pas. Et donc, on va lui rappeler que lui, il vit dans sa bulle. Et puis, à côté, il y a la vraie vie. Donc, on va faire un bilan de tout ça. Il ne comprend pas quoi? Il ne comprend pas la vraie vie. Je vous ai cité l'exemple de GMS. Oui, d'accord. Voilà. Sur le fait d'aller travailler cette entreprise de la souterraine qui est distante de 150 km. En gros, peut-être que pour un petit nombre, c'est facile de déménager, d'aller chercher du boulot ailleurs. Pour la majorité, c'est compliqué. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce que c'est la situation. En plus,
un de ces lieutenants, ou je crois que c'est un ministre qui a dit oui, c'est de la faute de 2 syndicalistes si c'est comme ça à GMS. C'est proprement scandaleux. Plutôt que d'écouter, d'apaiser la situation, de réfléchir à des solutions, parce qu'il y en a, eh bien, on jette de l'huile sur le feu. Je vais lui rappeler un certain nombre de choses de ce style. Est-ce que vous allez lui dire aussi que les mots qu'il a utilisés vous ont choqué ? Enfin, s'il n'avait choqué que moi, ça serait pas grave. Enfin, vous serez en face de lui, c'est pour ça que vous Mais avez la possibilité éventuellement de lui dire. Il a choqué des dizaines de milliers de citoyens qui ne sont ni des feignants. Enfin, ceux qui cherchent du boulot, c'est pas des feignants, ils n'en trouvent pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Ceux qui refusent, parce que leur usine est viable, de déménager ou d'accepter d'être licenciés. Ils foutent pas le bordel pour foutre le bordel. Ils cherchent une solution, donc il faut qu'on arrête. Et il y a des tas d'entreprises où en ce moment il y a des bagarres pour maintenir l'emploi. C'est ça qu'il faut s'occuper. Ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de la discussion où on parle pas de ce genre de choses dans une réunion avec le président de la République. Non, ça fait partie de ce genre de choses où il faut, entre guillemets, essayer de lui remettre les pieds sur terre. Je pense qu'il vit dans un autre monde que la majorité des citoyens. Et c'est grave. C'est grave. C'est un peu facile aussi, non? Pourquoi vous dites ça? Parce que du coup, si vous considérez que votre interlocuteur n'est pas légitime, puisqu'il ne connaît pas les réalités des sujets qu'il aborde, ça n'a rien à voir, monsieur la conversation tourne court. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je dis que c'est un peu facile. Ça n'a rien à voir. Il faut lui rappeler un certain nombre de choses de la vraie vie. Qu'il ne connaît pas. D'accord. Qu'il ne connaît pas ou qu'il refuse de voir. Il me répondra. Voilà, vous nous direz ce qu'il vous a dit. Une précision, le rendez-vous du 12 est quand même prévu pour aborder les réformes qui suivent. Formation professionnelle, UNEDIC et retraite. Est-ce que vous nous dites entre les lignes ce matin, Philippe Martinez, que vous ne serez pas disponible pour ces discussions-là, sur d'autres sujets, tant que le débat sur les ordonnances, selon vous, se poursuit? Nous sommes toujours disponibles pour aller discuter de la situation du monde du travail. Et nous avons des réformes que prévoit le gouvernement. Nous avons des propositions en matière de formation professionnelle, d'apprentissage, d'assurance chômage et de retraite. Donc vous participerez aux négociations que va commencer le gouvernement? Nous participerons à condition qu'on soit des interlocuteurs traités comme les autres. Comme les autres syndicats? Comme les autres. Comme les autres syndicats? Oui. Parce qu'il y a des syndicats qui sont mieux traités? Écoutez, j'ai vu que dans un journal satirique d'information d'ailleurs, qu'il y avait eu des réunions en marge des concertations. Donc je vais demander au président de la République. Avec la CFDT? Avec d'autres. Le journal en cité d'eux, mais je ne sais pas. Il y a besoin que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Pour l'instant, elles ne sont pas honnêtes, les règles. Le Premier ministre m'a dit la première fois que je l'ai vu, contrairement à l'année dernière, tous les syndicats seront traités de la même façon. Quand vous apprenez qu'il y a eu des réunions au mois d'août à l'Élysée et au ministère du Travail, il faut qu'on sache quelles sont les règles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir entendre sur la formation professionnelle. La CGT a beaucoup de propositions sur l'apprentissage, sur les retraites, sur l'assurance chômage. J'allais dire, on ne veut pas avoir des têtes d'alibi. Vous restez avec nous, 8h51, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Une semaine cruciale en Espagne. Le président catalan pourrait proclamer l'indépendance demain à l'occasion d'un discours devant le Parlement régional. Et ce, malgré la démonstration de force des opposants à l'indépendance ce week-end à Madrid et à Barcelone. Hier, des centaines de milliers d'Espagnols ont manifesté. Madrid menace de retirer son autonomie à la région. Semaine cruciale aussi sur le front social en France. Avant la journée unitaire dans la fonction publique demain, une première depuis 10 ans, l'ensemble des syndicats se réunissent ce soir au siège de la CGT. Même FO et la CFDT y seront, contraints par leur base. Jean-Claude Mailly se dit pas opposé à défiler avec tout le monde. Laurent Berger, lui, campe sur ses positions. Pas question d'un baroud d'honneur contre les ordonnances. Il va falloir aussi composer avec les CRS en colère. Ils menacent de se mettre de nouveau en arrêt maladie, faute de pouvoir faire grève. Pour défendre leurs indemnités de déplacement, le gouvernement veut les fiscaliser. Leurs syndicats sont de nouveau reçus aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur. France Info. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, est l'invité de France Info ce matin. Juste une toute petite précision. Vous avez évoqué juste à l'instant les conditions avant d'aller voir le président de la République en fin de semaine. Vous avez envisagé de ne pas y aller? Non. D'accord. Bon, mais vous avez dit, on n'a pas des têtes d'alibi. Exactement. Vous auriez pu c'est pour la boycotter, ça, c'est arrivé. Non, oui. Enfin, quand ça...
Ça nous est arrivé, par exemple, un sommet social où ça devenait des grandes réunions d'où rien ne sortait. Je pense qu'on a des choses à dire au président de la République. Mais on n'a pas des têtes d'alibi. Ça dit votre mauvaise humeur et le message sans doute a dû passer là où il devait l'être. Quelqu'un vous propose une action commune contre... Ah, ça vous fait rire. Oui. Contre les ordonnances. C'est une question récurrente. Ah, c'est vrai? Bah oui. Mais alors, on a sonorisé la question. On va alors. écouter le quelqu'un en question, Jean-Luc Mélenchon. Avec le mouvement social et les organisations syndicales, si elles le souhaitent, et nous sommes prêts à nous ranger derrière eux pour une action forte et dense, comme par exemple déferler à 1 million sur les Champs-Élysées. Ça vous fait un peu rire, ça. Hein, vous n'allez pas déferler à 1 million sur les Champs-Élysées. Écoutez, premièrement, ce qui est intéressant, c'est que la France insoumise dit aujourd'hui qu'elle est prête à se ranger derrière les organisations syndicales. C'était une évolution importante et c'est bien. C'est bien qu'on puisse laisser les organisations syndicales mener le combat et faire des propositions. Chacun à sa place. Chacun à sa place, c'est ce que nous avons toujours dit. Et la première, c'est pas la place de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ont une place sur l'échiquier politique. Oui, sur l'échiquier politique. Sur l'échiquier politique, pas dans le mouvement syndical. Mais pourquoi vous avez accepté d'aller le voir à l'Assemblée? Ça servait à quoi? Parce que le groupe parlementaire voulait avoir des précisions vous sur... Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Il y a des invitations que vous devez refuser de temps en temps. Hein. Rarement des groupes parlementaires, rarement. Ouais, pour expliquer... Non, pourquoi rarement. Vous avez été là-bas? Rarement. C'est une manière de... Écoutez, tout est signal. Aller à l'Assemblée, c'est une manière de reconnaître la primauté de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez trop d'expérience pour ne pas savoir qu'à chaque fois que les organisations syndicales, en tout cas la CGT, sollicitées par un groupe parlementaire pour discuter d'une loi et faire valoir ses propositions, nous y sommes rendus. Et ce jour-là, vous le savez très bien, nous avons vu et la France insoumise et le Parti communiste. Donc, vous voyez, on est tout à fait dans notre rôle d'aller donner notre avis à des représentants du peuple. En tout cas, vous êtes content que Jean-Luc Mélenchon retrouve sa vraie place, c'est-à-dire sur la scène politique, il fait ce qu'il veut, et dans le combat syndical, il passe après les syndicats. Il soutient. Il soutient, voilà, il soutient. Et donc 1 million aux Champs-Élysées, vous reprenez votre compte ou pas? Non, ça vous fait rire, ça, voilà. Si c'est 2 millions entre Bastille et Nation, c'est bien aussi. Hein. D'accord, donc on n'est pas prêt de voir les Champs-Élysées pris par les manifestants. Un débat existe, vous l'entendez bien sûr tous les jours, autour de l'impôt sur la fortune. Alors ça donne comme critique le président et le président des riches, puisqu'il a modifié l'impôt sur la fortune. Mais vu du gouvernement, évidemment, le point de vue est inverse. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Édouard Philippe. C'était la semaine dernière à l'émission Politique de France 2. Le patrimoine en valeur mobilière, c'est souvent du capital qui peut être circulant, et nous assumons le fait. Et j'assume le fait. Je sais très bien que spontanément, la suppression de l'ISF, ça n'est pas populaire. J'assume de le faire parce que je pense que c'est utile pour l'économie française, parce que je pense que nous avons besoin de faire en sorte que l'argent aille là où on en a besoin, pour la production, pour l'investissement. C'est absolument indispensable. C'était même la semaine d'avant. Faire en sorte que l'argent aille vers les investissements. C'est quand même une bonne idée, ça, non? Oui, mais pas de cette façon-là. Parce qu'il y a eu plusieurs réformes. Et vous savez que tous les ans, c'est près de 200 milliards d'euros dont bénéficient les très grandes entreprises, notamment d'exonération de cotisations, d'aides publiques diverses et variées. Et cet argent-là... Oui, ça, c'est un peu tout, oui. Ça, c'est un peu... Vous mêlez tout, quoi. Là. Oui, non, je ne mêle pas tout. C'est 200 milliards, c'est quand même pas mal, non? Oui, non, le chiffre, oui. Non, mais ça ne sert ni à l'emploi, l'investissement baisse. Ouais. Et donc, ce qu'il faut taxer, c'est justement le capital. Tous ceux qui vont spéculer avec les dividendes qu'on leur verse et qui vont aussi cacher leur argent dans quelques paradis fiscaux. C'est très facile d'aller investir ailleurs. Si la fiscalité est trop lourde, là, c'est pas investir. C'est une loi humaine. Investir, c'est acheter des machines modernes dans les services publics, dans l'industrie. Ouais, ça, c'est investir. Aller cacher son argent dans des paradis fiscaux, c'est pas investir. Non, mais je parle pas de ça. Non, mais qu'est-ce qu'on fait contre ça? Se féliciter qu'Amazon crée plusieurs centaines d'emplois dans le nord de la France, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ces grands groupes internationaux payent des impôts, pas plus que les autres, mais comme les autres? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà des mesures
concrètes qui permettent de retenir de l'argent dans notre pays et de l'utiliser à des investissements d'infrastructures, de développement des services publics et en même temps de développement de l'industrie. Quand on dit depuis 20 ans que l'ISF a fait fuir des fortunes, vous trouvez que c'est faux? Vous pensez que c'est faux? C'est faux, c'est faux. Et on est un peu les seuls à avoir l'impôt sur la fortune. Oui, mais ça c'est vrai. Vous savez, on est les seuls à avoir quelque chose un peu plus que les autres pays. Alors est-ce qu'on baisse tous les acquis sociaux pour être comme les autres? C'est une démarche. C'est un acquis social, l'impôt sur la fortune? C'est une démarche. Non, le fait que les riches payent des impôts à la hauteur de ce qu'ils ont, oui, c'est une mesure de justice sociale. Merci beaucoup Philippe Martinez, merci d'avoir été l'invité de France Info ce matin.